Alors merci beaucoup, peut-être en mots d'introduction au GRC pour cette opportunité de présenter un petit peu l'interdisciplinarité en recherche. Alors l'idée, c'est, on a imaginé de découper en plusieurs temps. Le premier temps, c'est peut-être d'illustrer un petit peu l'interdisciplinarité, les liens qu'on peut avoir entre infirmiers ou rééducateurs et les médecins, qui sont un petit peu souvent la porte d'entrée de comment on est amené à être intégré à un projet de recherche. Donc je vais commencer par laisser la parole à Michael, qui va un petit peu nous illustrer le projet de recherche dans lequel il a été intégré et du coup l'interdisciplinarité qui s'est mise en place avec son équipe dans le cadre de ce projet. Donc moi je m'appelle Michael Nicolas, je suis masseur-kinésithérapeute à la Pitié-Salpêtrière dans le service de gériatrie aiguë à Marguerite Bottard. Et du coup, durant l'année dernière, j'ai fait un Master 2 en recherche à la Sorbonne, en recherche en rééducation, du coup, assez spécifique à notre domaine à nous. Et du coup, j'ai passé une année dessus et à travailler sur un projet en particulier, mais plusieurs au sein du service de gériatrie, pour essayer de... C'était vraiment de l'initiation pour comprendre vraiment les bases de la recherche et comment mettre en place des projets et en lien avec l'équipe, souvent médicale et paramédicale, les équipes soignantes du service, pour essayer de mettre en place des projets et de rééducation au sein de ce service. Alors peut-être que tu peux nous présenter un petit peu le projet en question dans lequel tu as été intégré et celui sur lequel tu as travaillé en gériatrie. Celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'était pour limiter la perte d'autonomie chez le sujet âgé en post-opératoire d'une fracture du col du fémur. On avait essayé de mettre en place un projet de recherche qui a duré globalement 1 an et demi, pour essayer de mobiliser au mieux les patients post-opératoires immédiats de notre fracture du col et pour limiter le plus possible l'immobilisation, les complications et l'immobilisation. Et du coup, on a fait ça en soins courants. Et du coup, ce qu'on avait fait, c'est que pendant 1 an, on avait maintenu notre rééducation classique avec des mobilisations, des exercices et le travail de verticalisation et de marche dans les services. Et on l'a remplacé du coup par une rééducation qui durait le même temps avec un tapis de marche connecté et ergonomique pour voir si on avait ou pas un gain sur les capacités fonctionnelles et de marche, globalement au bout d'1 an. Voilà, donc c'était sur ça, et du coup on a fait sur 1 an la rééducation classique, globalement 1 an et demi, et 9 mois la rééducation avec tapis, pour inclure un total de 140 sujets à peu près. Voilà. Du coup, ça c'était dans le cadre du master, mais également dans le cadre d'un projet de service. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu justement le lien et ta place, toi, en tant que rééducateur, dans ce projet de recherche? Est-ce que tu as été, entre guillemets, suiveur d'un projet impulsé par le médecin du service? Est-ce que tu as pu intervenir sur l'élaboration du protocole avant la réalisation? Alors, dans l'idée, on avait commencé, parce que du coup, le projet a commencé en septembre 21. L'idée, c'est que l'été 21, on a commencé à travailler avec des tapis de marche dans le service pour voir si ça avait un intérêt ou pas. Cliniquement, ça avait l'air d'en avoir un. Du coup, on s'est réunis tous ensemble avec le chef de service et les différents gériatres du service pour voir si on pouvait mettre en place un protocole de recherche, voir si on aurait pu mettre en place une étude sur ça et essayer de voir si ça pouvait... Bon, moi, ça m'a servi pour mon master, mais après, c'était dans l'idée de le publier derrière. Donc, on avait discuté tous ensemble sur les différents paramètres qu'on allait évaluer, sur les différents tests qu'on allait pouvoir utiliser pour les comparer. Et donc, on s'était réunis plusieurs fois pour en discuter. On a mis en place le projet et régulièrement, il y avait des réunions. Et moi, je participais aux réunions pour un peu driver sur le côté rééducation parce que j'étais le seul rééducateur. Donc, j'étais le seul référent en rééducation de ce point de vue-là. Du coup, moi, j'ai participé à l'élaboration du protocole, à la suivi un petit peu de comment ça avançait aux réunions de suivi un peu qu'on avait. Et après, il y a eu, donc là, en octobre 23, donc récemment, quand on avait fini d'inclure les sujets, on a commencé à discuter avec le statisticien. Alors, moi, c'est dans le cadre de mon master, il m'avait appris un petit peu à comment faire les statistiques, comment analyser les données. Donc, moi, j'avais participé plutôt sur l'élaboration du plan statistique, de comment on allait faire et quels étaient les critères qui étaient pertinents, selon nous, à analyser. Donc, j'ai participé aussi à cette partie-là pour définir un peu le plan et les critères à évaluer. Bon, après, l'analyse statistique et le codage, ça, c'était vraiment le statisticien pur qui l'a fait, mais...
Du coup, voilà. Et après, sur la rédaction, donc moi, j'ai fait mon mémoire dessus, évidemment. Donc après, moi, c'était ma rédaction à moi. Et moi, j'ai participé à quelques éléments de rédaction pour l'article qui est en train d'être rédigé, surtout sur la partie rééducation et sur la partie discussion, essentiellement. La partie méthodologie était vraiment réservée aux méthodologistes, mais le reste, c'était moi qui avais fait pour la partie rééducation, en tout cas. Super, merci beaucoup. Donc peut-être pour faire écho à la présentation précédente, on peut ne pas être IPA avec un temps recherche sanctuarisé et être dans une démarche de formation en master, par exemple, et du coup être identifié comme ressource dans un service pour faire partie d'un projet. Et donc effectivement, l'interdisciplinarité, quand on arrive à co-construire le projet en amenant un petit peu ses spécificités, ses expertises, parce qu'effectivement, très souvent, on fait plutôt des recherches cliniques, et du coup, effectivement, on a un petit peu tout l'intérêt de voir un petit peu quelles sont les échelles pertinentes plutôt dans tel domaine du kinésithérapeute, quels sont les outils pertinents plutôt dans quel domaine en fonction de l'autre profession. Donc voilà, l'idée, c'était aussi de montrer que ça puisse être quelque chose d'interdisciplinaire. Et du coup, dans le cadre de cette démarche de master, ça a été à la fois dans la construction, dans la réalisation du projet, mais aussi du coup dans la suite, parce que du coup, il y a une suite avec l'article qui est en train d'être rédigé, donc ça peut être une continuité à l'issue du master aussi, un petit peu. Oui, du coup, le but, c'est quand même de publier les résultats qui étaient globalement encourageants, on va dire. C'était évidemment une étude sur peu de sujets, donc évidemment, il y a des biais, hein, mais l'idée était quand même de faire un article avec un brief report pour globalement essayer de le publier, de mettre en avant la recherche, surtout en rééducation. C'est un peu compliqué en rééducation d'avoir vraiment beaucoup de recherche. Mais oui, après, sur le temps de recherche que moi j'avais, sur le temps du master, j'avais quand même ça m'a pris beaucoup de temps. J'étais vraiment alloué à ça et en fait, j'avais un poste à moitié en tant que kinésithérapeute, à moitié en tant que chercheur. Donc en fait, moi j'étais vraiment aussi payé à faire ça. Et je peux comprendre que pour les kinés en hospitalier ou même en ville, c'est un peu compliqué de trouver du temps pour la recherche. Et c'est pour ça que ces démarches de master sont pas mal, parce qu'on aura des temps vraiment alloués à la recherche et qui, à mon sens, sont assez importantes de le faire. Et en hospitalier, c'est la manière la plus pratique parce qu'on est quand même vraiment en contact avec tous les autres corps de métier pour vraiment driver la recherche et nous participer sur notre plan en rééducation. Mais du coup, est-ce que ça peut être aussi un projet de service qui est du coup de dégager du temps du clinicien justement pour faire en sorte que le projet de recherche d'un individu soit aussi un projet de service et qui du coup au final pourrait être réintégré dans la pratique routinière? C'est sûr que l'idéal, ce serait d'avoir un temps dédié pour tous les rééducateurs pour au moins participer à des projets de recherche ou même juste faire de la lecture d'articles, vraiment pour se renseigner sur les pratiques et comment modifier notre pratique et faire les meilleures techniques pour nos patients. Mais c'est vrai que c'est encore un peu compliqué, là j'ai l'impression, en tout cas sur l'hôpital de Pithiviers-Salpêtrière, je ne sais pas trop sur beaucoup d'autres centres, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué par moment d'avoir vraiment un temps. On est un peu en tension, je pense, pour avoir un vrai temps dédié, mais je pense que ça serait vraiment idéal, vraiment. En tout cas, ça fait partie des possibilités. Alors, peut-être avec un autre exemple qu'on avait mis en place à l'hôpital de Garches, donc dans le GHU Paris-Saclay, c'était aussi une interdisciplinarité entre kiné, APA et médecin MPR. Cette fois-ci, c'était pas un GRS, c'était un MPR. Et c'était dans un contexte où les patients, après un AVC, un accident vasculaire cérébral, viennent se faire injecter de toxines botuliques. Donc, quand on a une spasticité qui va être gênante pour la fonction, on peut proposer tous les 3 mois des injections pour essayer d'améliorer la fonction. Donc ça peut être par exemple la fonction active de la marche. Et là, dans ce contexte-là où les patients viennent en consultation tous les 3 mois mais vivent à leur domicile, on ne répondait pas aux recommandations de la littérature qui étaient de proposer une rééducation intensive, parce qu'effectivement on observait que les patients, souvent en ville, ils ont peu, voire pour certains pas du tout, de rééducation parce qu'ils arrêtent ou parce qu'ils ont du mal à trouver un kiné libéral qui veut bien s'investir dans une prise en charge neuro qui prend du temps. Et donc l'idée, c'est un petit peu cette routine clinique qui a mené à un questionnement de recherche et de dire est-ce qu'on ne pourrait pas proposer un programme d'auto-rééducation en adjonction à cette thérapeutique d'injection de toxines botuliques tous les 3 mois. Et donc de cette question de terrain clinique est né un ensemble de projets de recherche. Donc le premier, c'était de voir l'intérêt de proposer un programme d'auto-rééducation à domicile. Donc on avait une première formation du patient où le patient, on lui présentait le programme d'exercice qu'il aurait à faire à la maison.
Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle une étude randomisée contrôlée. Donc, on avait un groupe qui avait à la fois les toxines plus le programme d'autorééducation, dont on voulait évaluer les effets, et un groupe contrôle, du coup, qui avait uniquement les injections de toxines, qui correspondait en fait à la vie de tous les jours de ce qu'on rencontrait chez les patients. Et donc c'est un projet qu'on a mis en place avec le médecin MPA injecteur, donc qui injectait les toxines chez ces patients, et donc qui a été aussi un projet de service où il y avait du coup cette interdisciplinarité entre kiné, APA, professeur en activité physique adaptée, et le MPA. Et puis ce projet ayant montré des résultats très intéressants, s'en est suivi un projet un petit peu similaire plutôt sur le membre supérieur, où là du coup on est passé de la fonction de marche à la fonction du membre supérieur, où du coup on a aussi montré un intérêt. Alors c'était aussi mettre en évidence que souvent on n'est pas forcément dans un contexte recherche parce qu'on n'est pas encore inscrit en master, parce qu'on n'a pas un temps identifié recherche en IPA, mais souvent dans les services, il y a de la recherche, ça s'organise. Et si on a un petit peu cette envie, cette appétence, l'idée c'était de dire peut-être qu'on peut aller suivre ces projets, s'intéresser à ces projets, et puis qu'on peut devenir participant. Et puis peut-être dans un second temps un petit peu plus acteur pour co-construire ces projets avec les médecins avec qui on travaille. C'est vrai que ça s'est un peu construit historiquement. Nos formations se sont universitarisées plus tard. Mais voilà, en tout cas, ce sont des choses qui sont tout à fait accessibles, même au départ quand on a un intérêt et qu'on n'est pas encore formé en master. Ça peut être justement une démarche qu'on va mettre en place dans le service avec les collègues en équipe. Peut-être qu'on va passer la parole à Alice sur d'autres projets qui se sont mis en place en équipe. Avec ton expérience, peut-être que tu peux nous retracer un petit peu ton parcours, l'expérience que tu as eue et puis les différents projets sur lesquels tu as pu être en interdisciplinaire. Donc, bonjour à tous, donc, moi c'est Alice Pelliquero, je suis ergothérapeute de formation initiale. Donc, j'ai travaillé 4 ans en clinique et puis j'ai eu cette volonté de partir en recherche et de faire un master dans un premier temps qui n'était à l'époque pas intégré. Pourtant, j'étais à la PHP à l'époque, mais j'ai pas fait mon master avec la PHP. Et j'ai fait ensuite, donc j'ai fait autre chose. J'ai travaillé avec une équipe INSERM sur un projet sur la conduite automobile, donc ça n'avait rien à voir. Et puis, je n'ai pas trouvé en France les projets, les financements pour réaliser une thèse dans ce cadre-là. Et je suis partie au Québec faire une thèse de doctorat en sciences cliniques et biomédicales sur la conduite du fauteuil roulant électrique. Et là, j'étais complètement intégrée dans un centre de rééducation au Québec où j'ai pu faire une thèse vraiment avec des patients tous les jours dans un hôpital et dans un centre de rééducation. Ça s'est terminé en 2022. Et est venue la question de qu'est-ce qui se passe après, et aussi avec la volonté de revenir en France et de continuer à faire de la recherche en réadaptation. Pendant ma thèse, j'ai eu la chance d'aller faire des collectes de données au centre de réadaptation de Kerpap. C'est un centre de réadaptation qui est situé en Bretagne et qui a un gros intérêt pour la recherche et avec lequel j'ai eu la chance d'être intégrée en tant que post-doctorante. C'est une étape un peu chercheur junior après le doctorat et avant de faire autre chose, et dans lequel je suis aujourd'hui complètement dédiée à faire plus que de la recherche en réadaptation à 100%. Ce qui est sur les projets de recherche qu'on réalise en ce moment et qu'on est en train de monter, j'ai vraiment la volonté, il y a aussi cette volonté à Kerpap de travailler avec les cliniciens sur place, les ergos, les kinés, les infirmières, et de les faire participer du début à la fin en fait, du projet de recherche, pour qu'on fasse des projets de recherche qui soient cliniques, qui aient un intérêt pour les patients qu'on accueille dans les centres tous les jours, et que ça soit aussi à la fin publié et mis en valeur, et en intégrant tous les cliniciens qui travaillent avec nous au quotidien. Est-ce que du coup tu peux peut-être nous illustrer 1 ou 2 projets de recherche justement en interdisciplinaire avec d'autres collègues ? Un des projets qu'on a actuellement à Kerpap, qui est justement en train d'être monté, donc à Kerpap, c'est un centre de réadaptation qui a toujours eu cette volonté novatrice. Il y a toujours eu les exosquelettes qui ont été mis en place depuis longtemps avec des médecins MPR qui travaillent sur l'innovation, avec la recherche et tout ça, et avec les exosquelettes. Et là, il y a une nouvelle étape qui est en train d'être mise en place sur un peu une comparaison des performances de réadaptation, des performances de réalisation d'une tâche en comparaison un fauteuil roulant et un exosquelette. Et donc, c'est vraiment un projet où on a tenu à travailler autant avec les kinés que les ergos sur place pour monter le projet de l'intérêt de l'exosquelette et pour la réadaptation à la marche
la réadaptation à la marche, et pour la réalisation de tâches en vie quotidienne. Donc dans le groupe avec lequel on travaille, il y a une médecin MPR, il y a les ARC qui sont toujours hyper importantes pour nous et qui nous facilitent énormément la tâche au quotidien à Kerpap, où il y a un gros service de département innovation de la recherche qui est en train de monter, enfin de grossir, il est déjà présent. Il y a une ergo qui s'est portée volontaire en tant que référente des ergos et un kiné qui vont participer aux collectes de données, qui participent au montage du protocole. Et puis à moi, en soutien méthodologique en tant que postdoc, juste avec la casquette chercheur. Vas-y. Du coup, le projet, il est initié par qui, porté par qui? Est-ce que du coup, il y a une co-construction? À quel moment, du coup, on peut voir chaque intervenant qui amène du coup sa spécificité sur le projet? Le projet, il est initié par l'obtention d'un financement qui a été obtenu au sein de la région Bretagne. Donc il y a aussi ce financement-là qui permet aussi de dégager du temps clinicien pour le projet dédié. C'est-à-dire que les deux paramédicaux qui vont être détachés sur le projet, on a les financements pour les remplacer sur place dans la clinique. Et donc il y aura des remplaçants embauchés le temps que les cliniciens réalisent leur projet. Et en fait, ce système-là, c'est pour tous les projets qu'on est en train de monter à Kerpap, d'essayer de toujours avoir du financement pour avoir des remplaçants pour financer le temps clinique, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Enfin, il faut que la réadaptation elle tourne, il faut que les services y tournent aussi. Donc il y a un gros travail aussi avec l'administration. Donc là, c'est plus l'administration qui s'en occupe, mais en tout cas, quand on monte un projet de recherche ou quand je dois monter un projet de recherche avec Kerpap, il faut vraiment penser à ce temps clinique. Et donc, je n'ai pas répondu à la question. Du rôle que chacun a pu prendre dans le projet en question. Donc, la demande, il y a eu cette réponse à appel à projet. Dans cette grosse réponse à appel à projet, il y a eu un partenariat avec un constructeur d'exosquelettes qui a eu la demande, qui, eux, avaient une demande par rapport à poursuivre les études sur cet exosquelette-là. Et c'est un projet qui s'est monté ensemble, au départ avec une médecin MPR. Moi, j'ai été rajoutée dessus dans le cadre du postdoc et on a monté l'objectif de l'étude ensemble. Et puis, on a tout de suite voulu... on a tout de suite intégré les équipes de rééducation parce que comme c'est eux qui vont faire passer les tests et que c'est quand même des tests qui sont assez lourds, qui sont longs, qui prennent du temps, qui incluent beaucoup les patients, on les a tout de suite intégrés pour savoir au niveau de la faisabilité de leur temps de service, de comment ça va être passé. Par exemple, on avait l'intention de faire les tests donc à Kerpap, il y a la chance d'avoir des appartements tremplins. C'est des appartements en vie réelle où les patients peuvent être intégrés et passer 2-3 jours, ça dépend du temps, ou même peut-être 1 heure pour simuler la vie réelle après la réadaptation. On voulait utiliser les exosquelettes là-bas, et en fait on s'est rendu compte avec les cliniciens que ça prenait 1 demi-heure pour aller jusqu'à l'appartement tremplin, 1 demi-heure pour revenir, que c'était compliqué, que c'était long et tout ça. Et ça, c'est parce qu'ils l'ont testé et qu'ils avaient du temps détaché pour faire des pré-tests avant les protocoles qu'on a pu réadapter et monter tout ça avec eux. Pour qu'en fait, nos attentes en recherche et la réalité du terrain de la clinique soient concordées, quoi. On a tous monté ensemble. Après, il y a toute la partie méthodo, stats et tout ça. Ça, c'est pas le rôle des cliniciens, mais on se partage. Et qu'on pourrait imaginer des projets de recherche sans médecin? Alors, c'est en train d'être... Enfin, sans médecin. C'est pas l'idée d'être sans médecin. Parce que c'est vrai qu'à Kerpap, il y a vraiment cette volonté des médecins d'initier la recherche aussi. Par contre, ce qui se passe, c'est que avant, c'était au sein de la politique de Kerpap, tout ça, c'était toujours un médecin qui était investigateur principal. Et là, il y a le premier projet où ça va être en réadaptation. Du coup, c'est moi qui vais passer investigateur principal et pas forcément toujours le médecin pour être responsable du projet de recherche. Parce que ce qui se passait avant, c'est qu'il y avait toujours un médecin qui était investigateur principal, mais dans les faits, c'était toujours... les petites tâches, elles étaient toujours revenues même. Donc, mais ça s'est aussi fait à force de la relation de confiance, à force de travailler ensemble et de voir que ça fonctionne, quoi. C'est pas venu tout de suite. Alors du coup, ça dépend aussi souvent de la
de la classification de quelles questions de recherche j'ai et dans quel type de loi Jardé je m'inclus. Mais du coup, le message, l'idée, c'était de dire qu'effectivement, on a des questions de recherche tout à fait accessibles qui peuvent être portées par des infirmières, des kinés, des ergots, des orthophonistes, voilà, un petit peu tous nos métiers. Et en fait, en fonction de cette question de recherche et de est-ce qu'on est sur une étude observationnelle, est-ce qu'on est sur des questionnaires, est-ce qu'on est sur une étude transversale ou est-ce qu'on est dans le cadre d'un essai randomisé, contrôlé avec un dispositif médical, en fonction de où est-ce qu'on se positionne, il y a cette possibilité qu'une infirmière, qu'un rééducateur soit porteur, soit un petit peu le leader du projet. Et ça, souvent, ça fait un petit peu suite au où est-ce que j'en suis dans mon apprentissage recherche. Et effectivement, souvent, c'est un petit peu le doctorat qui donne un petit peu les moyens. Donc, il y a cette continuité où j'ai une appétence, je découvre un petit peu avec le DU, le master, et puis il y a cette possibilité de poursuivre en doctorat et de mener ses propres recherches. Mais effectivement, l'interdisciplinarité, c'est quand même la richesse dans un projet, et c'est un petit peu ce qui fait la recherche des équipes. Je ne sais pas si tu voulais finir un petit peu sur ce projet-là ou sur l'interdisciplinarité qui se met en place. Du coup, il n'est pas encore lancé, ce projet-là ? Non, il n'est pas lancé. On est en démarche, enfin, on est en fin de rédaction sur les dépôts de CPP. Mais c'est vrai que les projets qui sont interdisciplinaires, ils sont beaucoup plus riches que si on avait fait qu'on avait pris juste une seule discipline. C'est un exosquelette au départ, donc on aurait pu travailler qu'avec les kinés et ça aurait été très intéressant. Mais c'est vrai que ça ramène vraiment une richesse de tout ce qui est fait en réadaptation, de le faire aussi en interdisciplinarité. Et il y a beaucoup de projets en sciences infirmières aussi qui sont réalisés à Carpap, dans lesquels je suis moins parce que c'est pas du tout ma spécialité. Et peut-être qu'on pourrait faire des projets aussi interdisciplinaires et transdisciplinaires avec tous les paramédicaux. Je pense que ça pourrait... ça fait que rajouter de la richesse et de l'intérêt aux projets de recherche qui sont menés. Super, merci beaucoup. Et du coup, ça me fait quoi avec un autre projet qu'on avait mené qui s'appelait Ergotact et qui était un projet qu'on avait monté. Du coup, c'était encore une fois une recherche clinique, mais en lien avec un besoin ingénieur. En fait, l'idée de ce projet Ergotact, c'était de proposer une très grande table tactile sur laquelle le patient jouerait à un jeu sérieux. Et l'idée, c'est de travailler l'exploration de l'espace avec le membre supérieur, du coup, qui est parétique, du côté parétique chez ces patients AVC. Et l'idée, c'était de dire, on va avoir besoin de construire un jeu pour travailler justement les différents mouvements dans l'espace du membre supérieur, pour aller travailler en rééducation ce membre supérieur. Et du coup, on va vouloir être un petit peu dans deux étapes. C'était dans le cadre d'un projet qu'on appelle une ANR, où on a d'abord un développement techno, et ensuite, du coup, une étude clinique, une application clinique, pour répondre à est-ce que ce jeu, cette approche rééducative-là, amène quelque chose en rééducation et améliore les fonctions du patient. Et donc là, l'interdisciplinarité, on l'a vu avec du coup, des collègues ingénieurs. Alors, ça peut être des ingénieurs biomécaniques, ça peut être des ingénieurs qui avaient besoin de notre cahier des charges clinicien pour dire le mouvement du bras dans l'espace, qu'est-ce que je veux solliciter comme mouvement ? Et donc, du coup, je veux que les cibles à attraper, elles soient plutôt à tel ou tel endroit. Et donc, il y avait besoin de rédiger le cahier des charges pour que l'ingénieur nous rédige, nous code l'algorithme qui allait, du coup, mettre en place le jeu sérieux dans lequel le patient allait travailler. Et donc, il y a eu toute cette phase de développement qui était, du coup, en interdisciplinarité clinicien-ingénieur. Et ensuite, s'en est suivi, une fois qu'on a vu que le jeu était accessible, faisable, avec une auto-adaptation, parce que si le patient il arrive ou il n'arrive pas à aller toucher la cible, il fallait que la cible s'adapte, qu'elle aille plus loin ou plus proche en fonction de la réussite ou pas du patient, avec un cumul de scores automatisé. Et donc, tout ça, ça a été un petit peu le cahier des charges, encore une fois, qu'on a demandé, qu'on a mis en place avec les équipes d'ingénieurs. Et puis l'étude d'après, c'était est-ce que ce programme améliore particulièrement la fonction du membre supérieur par rapport à un autre programme conventionnel ? Du coup, c'était un petit peu l'étude clinique qui a suivi cette démarche de développement. Donc là, c'était vraiment un projet
du développement jusqu'à l'étude clinique qu'on a pu mettre en place. Et donc l'idée aussi, c'était de dire que l'interdisciplinarité, souvent on la voit un petit peu dans notre service. Souvent on met le pied à l'étrier avec le médecin avec qui on a envie de participer à la recherche, et puis vous êtes dans une démarche de master, de doctorat, et donc après vous menez vos propres recherches, vous proposez un projet de recherche, une étude dans votre service, vous la menez dans votre service. Et puis après, souvent, on fait appel à d'autres structures qui peuvent être externes à notre service, comme là, par exemple, des ingénieurs. C'était une collaboration avec une autre équipe, et puis avec une start-up qui s'appelait Genius, qui mettait en place du coup des jeux de rééducation spécifiquement dédiés à cette amélioration des patients. Et donc du coup, je m'en vais tranquillement vers le troisième volet un petit peu de cette discussion. Et l'idée, c'était de dire, est-ce que cette interdisciplinarité, on ne peut pas la trouver aussi en fonction des lieux ou des équipes avec lesquelles on peut interagir ? Et l'idée, c'était de vous présenter deux types de structures et de lieux. La première, c'est les laboratoires de recherche. Souvent, quand on fait une recherche avec un chercheur, ou quand vous devenez vous-même chercheur en fonction de l'évolution, vous êtes en lien avec un laboratoire de recherche, soit auquel vous êtes rattaché avec le chercheur qui vous encadre dans le cadre de votre master ou dans le cadre de votre doctorat. Et en fait, l'interdisciplinarité, elle peut aussi s'envisager et être facilitée dans le cadre de ces labos de recherche. Et donc, avec ce contexte un petit peu national, politique, avec le rapport Le Boulay en 2019, l'émergence de nos CNU, donc le CNU Sciences infirmières 90, Sciences de la rééducation 91 et maïeutique, 90, 80, Sciences de la rééducation et 92 infirmières, s'en est suivi du coup une création d'une équipe de recherche. On a monté avec un collègue ergothérapeute, Samuel Pouplin, qui avait un petit peu le même parcours que moi. On avait fini nos thèses et du coup on voulait mener nos recherches. Donc on a monté l'équipe ERFAN, donc qui au début s'appelait l'équipe de recherche paramédicale, mais qu'on voit plutôt maintenant comme une équipe de recherche pluridisciplinaire sur le handicap neuromoteur. Et en fait, dans cette équipe de recherche, on a un petit peu trois grands volets sur nos axes de recherche, qui sont la caractérisation et la compréhension des troubles de patients qui sont atteints de pathologies neurologiques ou motrices ou neuromotrices, évaluer les effets de thérapeutique et puis innover en proposant des nouvelles évaluations, des nouveaux paradigmes de prise en charge de rééducation. Et donc il y a plusieurs profils dans notre équipe. Il y a une infirmière, il y a des ergothérapeutes, il y a un podologue, il y a des kinés. Et puis on a nos thématiques de recherche qu'on a découpées comme ça. Il y a la motricité, la ventilation, les sciences de l'occupation et la participation, la douleur et la modulation, les déformations neuro-orthopédiques principalement du pied, et puis simulation et apprentissage. Ça, c'était le volet qui était plutôt porté par Stéphanie Pierre, qui est notre collègue infirmière. Et donc, l'histoire s'est continuée un petit peu, c'est-à-dire que du master au doctorat, on a été jusqu'à cette ouverture d'équipe. Et en fait, une équipe de recherche, souvent, c'est quelque chose qui peut évoluer de par ses membres. On va avoir une intégration d'un nouveau chercheur qui va amener, avec sa casquette et ses thématiques de recherche, des nouveaux intérêts. Et puis après, on va essayer de faire des projets de recherche qui vont être en lien avec plusieurs thématiques, ou d'une thématique avec un collègue d'une autre thématique. Et puis on peut aller chercher aussi les réflexions avec d'autres labos de recherche. Et là, c'est ce qu'on appelle un petit peu mettre en place des collaborations. Et donc c'est très fréquent qu'on mette en place des collaborations avec d'autres chercheurs, d'autres unités de recherche en France, où ça se fait beaucoup de plus en plus avec le Canada, parce que c'est vrai que en sciences de la rééducation, notamment, on est sur un modèle qui va s'orienter vers ce qui a été monté il y a plus de 10 ans, 20 ans maintenant au Canada, avec des grosses équipes de recherche. Donc voilà, l'idée de l'interdisciplinarité, c'était vraiment... En fait, il y a cette notion aussi qui n'est pas toujours faite entre le métier et la discipline. Souvent, on est sur notre métier. Je suis infirmière, je suis kiné. Mais après, on a des thématiques recherche et on est plus sur la discipline des sciences infirmières, la discipline des sciences de la rééducation, avec nos thématiques spécifiques sur lesquelles on va faire évoluer en fonction de votre évolution de carrière et de jusqu'où vous avez envie d'aller en recherche.
L'idée un petit peu, c'était de dire qu'on pouvait aller effectivement de la participation à un projet de recherche jusqu'à mener ses propres recherches en fonction de comment, jusqu'où vous avez envie de vous impliquer un petit peu dans les projets. Je voulais passer la parole aussi à Christine Boutet, du coup, qui a monté depuis quelques années une structure. Donc là, on n'est pas dans le cadre d'un laboratoire de recherche, mais là, c'est plutôt une structure de type Living Lab qui peut aussi être le siège d'interdisciplinarité et d'émulation de projets de recherche. Je vous laisse la parole. Merci. On peut peut-être commencer tout de suite par une petite vidéo qui va vous mettre tout à fait dans l'ambiance de ce lieu pour que vous compreniez, avant que je vous explique quelques éléments, de quoi il s'agit. Donc, je ne sais pas si Bastien va pouvoir lancer la vidéo. En attendant, je me présente. Donc, je suis le docteur Christine Boutéric. Je suis médecin généraliste de formation. J'ai exercé la médecine générale à Paris quelques années. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'innovation en santé. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'innovation en santé. D'abord dans une région qui était fort sympathique, qui est la Picardie. J'ai travaillé à l'époque pour l'ARS de Picardie. Nous avons développé des outils de dossiers partagés et notamment des outils de télémédecine. Et ça fait 10 ans maintenant que je suis revenue ici, puisque j'ai fait ma formation de médecin dans cette belle faculté ici à la Pitié-Salpêtrière. Et je suis revenue il y a 10 ans maintenant, d'abord pour diriger l'Institut d'ingénierie en santé de Sorbonne Université. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que le doyen de la faculté de santé m'a confié ce projet Autonomia, dont je vais vous parler juste après. Alors, si ça marche. Ça marche. Si ça ne marche pas, vous irez sur le site autonomia-recherche.fr et vous pourrez voir la vidéo. Alors là, vous avez une vue de l'extérieur. Sorbonne Université présente Autonomia, centre de recherche dédié à l'innovation technologique permettant de relever le défi de la perte d'autonomie des personnes face à la maladie ou les situations de handicap. Situé en région Île-de-France, fruit d'un partenariat entre Sorbonne Université et l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Autonomia propose des bancs d'essai et des services immergés en milieu de vie réel, vous permettant de développer vos innovations technologiques dans un environnement hospitalier ou bien au sein du domicile ou bien même en extérieur dans les espaces publics. Nous vous souhaitons une bonne visite. Encore deux. Vous pourrez, il y a encore une petite minute pour que vous voyez à l'intérieur quelques bancs d'essai et puis après on s'arrêtera. Voilà, on peut s'arrêter là, Bastien. Alors, je suis désolée, je crois que la vidéo, elle est tout allongée, donc ça paraît tout étriqué, mais c'est beaucoup plus large, me semble-t-il, de là où je suis. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous expliquer ce qu'est Autonomia. Donc, Autonomia, d'abord, c'est un lieu. Où se situe ce lieu? Il se situe au sein de l'hôpital Charles-Foy, Ivry-sur-Seine, et c'est un bâtiment qui va faire 1600 mètres carrés. Et je dis qui va faire parce que les travaux sont en cours de finition et nous pourrons intégrer les lieux au début 2024. C'est un travail de longue haleine, ce projet, ça fait déjà 3 ans qu'il est en route. Nous avons travaillé sur le projet scientifique et là, ça y est, c'est l'aboutissement. Il est sous tutelle de Sorbonne Université et de la PHP sous la forme d'une unité mixte de service, une UMS. C'est-à-dire qu'en effet, ce ne sont pas des chercheurs qui vont piloter ce centre, ce sont des personnels qui vont être à disposition des chercheurs pour accueillir les projets de recherche. Donc cette UMS va rendre des services, comme son nom l'indique, aux chercheurs. Et j'entendais ce que disait Alice et j'entendais ce que disait Michael. Michael dit « il nous faut du temps ». Donc l'idée, c'est qu'Autonomia vous dégage du temps sur des tas de problématiques qui vous en font perdre pour que vous vous concentriez uniquement sur vos recherches. Typiquement, dans le projet de Michael,
Il a parlé de tapis de marche. Mais je crois que Michael n'a pas eu à s'occuper d'acheter ces tapis de marche, etc. C'est Autonomia qui s'est occupé de tout ça. On a acheté les tapis, on les a mis à disposition. Donc c'est facilitant. Ça vous fait aussi gagner un petit peu d'argent, parce que tout projet de recherche demande de l'argent. Plutôt que d'acheter du matériel, Autonomia peut vous mettre à disposition du matériel. Donc ça fait gagner du temps. Et ce que disait Alice tout à l'heure, ça vous propose aussi un terrain de jeu. C'est-à-dire que dans ce lieu, c'est votre lieu, et c'est le lieu de la personne en perte d'autonomie. Autonomia draine toutes les causes de la perte ou de la diminution d'autonomie, quel que soit l'âge de la personne, et met la personne au centre du dispositif. C'est-à-dire que là, il y a les personnes en perte d'autonomie qui vont pouvoir mesurer l'impact de vos recherches et de vos recherches en innovation technologique, afin de leur faire justement bénéficier de ces innovations technologiques, de faire accélérer le processus et d'arriver à des outils technologiques qui leur conviennent, plutôt que d'inventer un outil technologique qui va rester sur une étagère ou qui va finir à la poubelle parce que non utilisé. L'idée, c'est justement d'anticiper au plus haut de la recherche. Ça peut être simplement au moment de l'idée, au moment où vous avez une idée, vous voulez savoir si votre idée est pertinente et vous voulez rencontrer des personnes qui ont une perte d'autonomie d'une certaine origine pour pouvoir avoir leur avis. Vous pouvez déjà solliciter Autonomia qui peut vous mettre en relation. Et puis vous avez peut-être un prototype que vous voulez tester. Vous voulez mesurer l'impact de votre prototype ou bien améliorer l'impact de votre prototype. Vous pouvez venir sur Autonomia et on peut vous accueillir. Autonomia se veut décloisonnant. Vous disiez tout à l'heure de la recherche sans médecin. Bah oui, c'est possible. On peut faire de la recherche sans médecin avec ce qu'on appelle des patients-chercheurs. Clairement, ce sont eux qui dynamisent la recherche, surtout lorsqu'il s'agit de la perte d'autonomie. Et donc, on a par exemple des projets avec la ville d'Ivry. Là, il n'y a pas de cliniciens dans le projet. Il y a des chercheurs, il y a des patients qui ont envie de travailler ensemble, mais il n'y a pas de cliniciens. Donc oui, de la recherche sans médecin, c'est tout à fait possible. Ce lieu doit être le lieu qui répond aux besoins du terrain. Donc il reconstitue toute la vie réelle, et ce que expliquait tout à l'heure Alice à Carpap, en effet, se remettre dans l'ambiance de la vie réelle pour pouvoir tester l'impact de ces innovations, c'est très important. Donc là, vous n'avez pas tout vu. Mais en effet, il y a un appartement, donc là, on peut utiliser cet appartement. Une personne en perte d'autonomie peut être dans l'appartement. Vous avez vu le premier labo qui est un escalier, c'est un escalier dédié à la recherche, qui est criblé de capteurs, qui permet justement de faire des tests lorsqu'un patient ou une personne en perte d'autonomie monte ou descend un escalier. Donc ce n'est pas l'escalier du bâtiment, c'est un labo dédié à cet escalier. Et puis la personne peut aussi aller à l'extérieur, il va peut-être acheter son journal, ses médicaments, etc. Et donc on a un espace extérieur, et donc vous pouvez reconstituer tout le scénario de la vie réelle. L'idée, c'est d'être décloisonnant, de sortir de l'hôpital, de travailler avec la ville et avec tout l'écosystème de la personne en perte d'autonomie dans son lieu de vie. Voilà, alors après, je peux vous en parler pendant des heures. Je vous ai donné quelques éléments et je suis à votre écoute pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Donc effectivement, l'idée, c'était de présenter un petit peu que la recherche, elle a beaucoup plus d'intérêt si elle est en collaboration et en interdisciplinaire. Que c'est très souvent d'abord une histoire de rencontre, mais qu'il y a aussi souvent des lieux favorisants. Et donc, effectivement, le fait d'être dans un groupe hospitalier où il y a de la recherche, la PHP par exemple, ou d'être dans des environnements où on a accès à des équipes de recherche, à des laboratoires de recherche ou à des living labs, par exemple, ça peut être vraiment favorisant. On voulait couper un petit peu avec un échange avec vous. Et est-ce que, du coup, vous auriez des questions suite à ce partage un petit peu d'expérience avec ces parcours qui sont un petit peu différents? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avec qui vous aimeriez qu'on partage d'autres éléments? Oui. Du coup, je fais la speakerine en même temps, d'accord? Il y a le budget, merci. Là, par là. Il est allumé, non? Il est allumé. Là, c'est bon. Il est allumé. Merci pour la formation. Ludivine Doucelance, psychomotricienne. Donc moi j'ai une question par rapport à Autonomia. Je travaille à Choisy-le-Roi, donc forcément Ivry ça me parle. Je connais Charles Foix et j'ai bossé à l'EHPAD qui était sur Ivry qui a déménagé. Donc je vois très bien le lieu. Et j'ai une question au niveau de la perte d'autonomie, c'est quel degré de perte d'autonomie? Parce que typiquement j'ai une patiente qui vit sur Ivry, qui est en perte d'autonomie très avancée.
dans quelle mesure ça peut répondre aussi à ce type de besoin? Alors, tout dépend de votre sujet. Si c'est un sujet autour de la personne lorsqu'elle est à son domicile, est-ce que vous avez besoin, en effet, qu'on intervienne sur son domicile pour cela? Ou est-ce que vous avez besoin qu'en effet, on transporte la personne pour venir sur Autonomia, l'installer, je ne sais pas, peut-être dans l'appartement, selon votre besoin, et que vous puissiez faire vos études? Si jamais c'est le cas du transport de la personne vers Autonomia, évidemment, si la personne est transportable, Autonomia s'occupe de venir la chercher, l'installe, vous venez faire vos tests et on la ramènera chez elle une fois que les tests sont terminés. Donc c'est à la demande du chercheur. C'est-à-dire que le chercheur frappe à la porte d'Autonomia, dit voilà, j'ai un projet de recherche, j'ai besoin de ça, ça, ça et ça. Et nous, on vous propose tout un catalogue de services et pour essayer de répondre au mieux à votre besoin. Donc ça dépend de votre besoin et évidemment de la capacité. Si la personne est intransportable, on ne va évidemment pas la transporter. D'accord, mais du coup, ça rentrerait là, par exemple, sur un single case. Puisque, pourquoi pas? En Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est oui, aussi il y a nos limites. C'est un projet, c'est une création. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Ce périmètre que l'on draine, c'est-à-dire toutes les pertes d'autonomie, tous les âges de la vie, avec 2 tutelles fortes que sont l'APHP et Sorbonne Université. Je vous rappelle que Sorbonne Université, il y a 3 facultés, la faculté de médecine, la faculté d'ingénierie, la faculté des lettres. Donc là, on peut regrouper des chercheurs cliniciens, des chercheurs ingénieurs et des chercheurs de sciences humaines et sociales, si nécessaire. Et puis l'idée, c'est d'ouvrir beaucoup plus largement le cercle aux industriels, aux start-up. C'est-à-dire que, par exemple, les tapis là, dont on a parlé tout à l'heure, c'est une start-up qu'on a fait entrer dans le cercle. Donc voilà, donc l'idée, c'est ça. Et donc c'est en fonction. Vous frappez à la porte, vous dites voilà mon besoin. Et puis on essaye d'y répondre en sachant aussi qu'on vous propose un fast-track avec la DRCI de la PHP, ce qui n'est pas négligeable parce que vous savez que c'est quand même un parcours du combattant lorsqu'on a un projet de recherche. Donc on a une personne à l'URC qui est dédiée pour l'ensemble des URC de la PHP et qui traite uniquement les dossiers Autonomia et qui les met au-dessus de la pile. Et on est là pour vous faciliter dans toutes ces démarches qui sont quand même très lourdes. Donc il y a aussi ce fast-track. Donc voilà, il faut frapper à la porte, exprimer votre besoin et on fait une étude. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question peut-être un peu naïve, mais en tout cas intéressée sur le prix de ce genre de prestations. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait transparent. Nous sommes une unité mixte de services. Et donc, dans le cadre de cette unité mixte de services, il y a un catalogue de services avec des prix. Donc, ces prix, là, vont être validés incessamment sous peu. Ce sont nos instances, nos hiérarchies qui les valident. Et donc, ce sera affiché publiquement. Donc évidemment, l'idée, ce n'est pas du tout d'enrichir Autonomia, c'est de faire rentrer de l'argent pour pouvoir faire tourner Autonomia, puisque là, vous allez avoir du personnel dédié. Et comme le disait tout à l'heure Michael, l'idée, c'est que vous gagnez du temps. C'est-à-dire qu'il y a du personnel dédié sur place qui peut mener pour vous les tests cliniques. C'est-à-dire que votre patient arrive, ils sont pris en charge par du personnel dédié qui va faire les tests pour vous. Soit vous venez à Autonomia si vous avez envie, et si vous ne pouvez pas venir à Autonomia, vous pouvez mettre en télérecherche, c'est-à-dire que tous les labos sont sous caméra. Et si vous êtes au Canada, puisque évidemment on va développer des coopérations internationales, on peut travailler avec une équipe canadienne qui n'a pas à se déplacer, mais qui peut surveiller tous ces essais à distance, si par exemple il veut faire un comparatif entre une population canadienne et une population parisienne. Donc voilà, donc l'idée elle est là, c'est-à-dire vous faciliter la vie au maximum. Et en effet, oui, ça a un coût tout à fait raisonnable. Il y a, et ça on s'adapte donc évidemment à nos entités publiques. Il y a un coût dédié aux entités publiques et un coût dédié aux entités privées. Parce que les startups peuvent également venir, les industriels peuvent également venir. Un industriel peut frapper à la porte en disant j'ai un projet de recherche, je voudrais travailler avec des kinés, par exemple, ou avec des infirmières sur ce sujet. Donc voilà, nous on est un endroit où les gens se rencontrent, on vous reçoit et on répond à votre demande. Merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions dans la salle ? Du coup, en termes d'interdisciplinarité, est-ce que vous avez pu inclure le patient dans vos projets de recherche, non pas en tant que sujet d'étude ou en tant que personne qui va être étudiée, mais sur des patients qui sont en perte d'autonomie, comment est-ce que vous avez pu les amener à participer à la construction des projets ou à être impliqués dans les projets ? Je pense notamment à l'exosquelette ou à Autonomia, sur ce que vous avez présenté. Est-ce que vous avez pu le faire dans l'interdisciplinarité ? Est-ce que vous considérez que c'est un des acteurs ? C'est une question que j'aime bien. Moi, j'ai fait ma thèse là-dessus, sur comment on peut inclure les patients et les cliniciens au même titre
de responsabilité que les chercheurs pour mener à bien un projet clinique qui ait un impact significatif sur la clinique et qui réponde directement aux besoins des pratiques cliniques sur place. Et donc, en fait, c'est d'inclure les parties prenantes ou les bénéficiaires des résultats dans tout le processus de recherche. En fait, concrètement, comment ça se passe ? C'est déjà qu'il faut trouver un financement ou, comme tout projet de recherche, où on va avoir de l'argent pour pouvoir payer le patient partenaire qui va plus du coup avoir ce statut de... c'est dans le cadre d'un projet de recherche qui a été mené au Québec, donc ils sont plus avancés là-dessus, et ce patient qui est expert de sa situation de handicap, dans mon cas, moi, c'était des personnes qui utilisent un fauteuil roulant électrique. En ayant un salaire, il y avait cette volonté-là qu'on n'utilise pas cette personne parce qu'elle a cette expertise-là, mais qu'elle devienne un vrai partenaire du projet de recherche avec nous en étant financée. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vraiment organisé des réunions, organisé des rencontres, développé le protocole de recherche ensemble, interrogé sur les aspects éthiques, ce qu'elle pensait qu'il était possible de faire avec les personnes qui sont... notre population d'études et qui rentrait dans cette population-là. La difficulté qu'on a eue, c'est qu'on étudiait des personnes avec des déficits cognitifs et que donc, notre patient partenaire n'avait pas de déficit cognitif parce que c'était plus difficile à mettre en place. Mais c'est devenu quelqu'un de l'équipe de recherche en fait, qu'on a écouté sur différents aspects, comme on travaille avec les cliniciens sur les aspects très de faisabilité. Je peux aussi ajouter peut-être quelque chose. À Sorbonne Université, on est dans une démarche de recherche participative. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc la recherche participative, c'est de faire participer tout le monde, et notamment le citoyen. Donc clairement, Autonomia se situe au sein de la ville d'Ivry-sur-Seine. Et nous avons un fort soutien de la ville d'Ivry-sur-Seine, de ces associations qui ont très envie de s'y impliquer. Donc évidemment, il faut impliquer la personne en perte d'autonomie dès le début du projet, au plus profond du projet, je dirais, pour que tout le long, au fil de l'eau, de l'avancée du projet, il y ait toujours ce retour utilisateur constamment. C'est un objectif que nous nous fixons. Donc évidemment, on va travailler avec l'Université des patients de Sorbonne Université, avec les associations de patients et avec évidemment tout citoyen qui a envie de s'impliquer. Donc on va bien sûr communiquer beaucoup plus largement là-dessus pour pouvoir organiser cette recherche participative sur le site Autonomia. Peut-être, je vais rebondir, on change peut-être un petit peu de sujet, mais juste pour compléter avec cette notion de complémentarité, de l'interdisciplinarité. Du coup, on a parlé des cliniciens, avec cette grande famille de cliniciens, le lien avec les ingénieurs intéressant, le lien avec les patients partenaires intéressant. Il y a peut-être aussi sur le forme de recherche qu'on fait. Souvent, on a deux grands types de recherche. Alors, en dehors de la catégorisation recherche fondamentale, recherche clinique, on a aussi les recherches quantitatives et les recherches qualitatives. Et souvent, on est plutôt soit dans la recherche quantitative, soit dans la recherche qualitative, mais de plus en plus, on a vraiment un intérêt à aller proposer des recherches qu'on appelle mixtes, à la fois avec des volets qualitatifs et des volets quantitatifs. Et c'est même ce qui fait partie aujourd'hui maintenant des critères d'évaluation et ce qui est plutôt bien vu dans les projets, d'avoir justement cette approche mixte. Et donc, on peut très bien aussi avoir des interdisciplinarités avec des projets de recherche qui soient avec des cliniciens, mais aussi des sociologues et d'autres professionnels et chercheurs qui soient sur plutôt cette valence complémentaire. Moi, je suis plutôt recherche quantitative, mais du coup, il y a un vrai intérêt à aller chercher des experts sur plutôt la recherche qualitative aussi. Voilà, c'était pour compléter le propos, parce qu'on était beaucoup sur la partie un petit peu... on est parti plutôt des professions pour aller aux disciplines, mais l'idée, voilà, c'était de dire que cette complémentarité quantique-alliée est aussi importante. Je ne sais pas du tout quelle heure. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Je ne sais pas si on est en retard à l'heure. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, vous avez pas mal... Enfin, moi, ce que j'ai entendu parler beaucoup de perte d'autonomie sur le plan neurologique et moteur. La question que je me pose, en plus, moi, je suis aussi à Paul Guiraud comme mon collègue, donc on est presque voisins, c'est est-ce que les personnes en situation de handicap psychique et qui sont également en perte d'autonomie sont également concernées par votre dispositif ? Du coup, Autonomia s'adresse à toutes les pertes d'autonomie, qu'elles soient motrices, cognitives ou sensorielles. Voilà. Donc après, tout dépend en effet des personnes en perte d'autonomie, si on va être en capacité en effet de pouvoir les encadrer sur le site. Mais ça sera à voir avec vous en fonction de la pathologie des personnes. Oui.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Céline pour l'animation, la modération. Merci à vous tous d'avoir répondu favorablement.